La science est une construction qui se fait lentement dans l'esprit de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, du scientifique. Et donc chaque étape est importante, mais différente. Et donc quand on parle de la science à l'école, l'école primaire, c'est l'éveil de l'enfant, la découverte du monde, l'admiration, l'émerveillement, la curiosité, des questions qui fusent. C'est un moment très important de l'éducation, à cause de la fraîcheur du regard de l'enfant et de son imagination extraordinaire. Le collège, c'est différent. Le collège, c'est un moment de construction de concepts, de notions qui sont moins immédiates, l'énergie, la force, la cellule, le vivant. Ces 4 années de collège sont celles où la curiosité va se confronter de façon plus rigoureuse à la mesure, au raisonnement, à la démonstration, à la preuve, toutes choses qui sont déjà en germe à l'école primaire. Le lycée, c'est encore autre chose, avec sa grande diversité d'orientation qui prépare la vie professionnelle ultérieure et où la science joue un rôle encore différent dans la construction de la personnalité. Donc on ne peut pas répondre de manière complètement générale et porter un jugement global sur la place de la science dans notre système éducatif français aujourd'hui avec ces 3 étapes importantes est probablement difficile. On peut raffiner le jugement en fonction de chacune des étapes si vous le souhaitez. Il est multiple. Il est multiple. À nouveau, il va se différencier suivant les étapes. Je dirais que, en numéro 1, la science, les sciences, ou la science, sont une admirable conquête de l'esprit humain. Que l'esprit de l'homme, sur cette petite planète, avec notre petit cerveau, soit capable de comprendre l'architecture de l'univers, les lois qui gouvernent le mouvement des planètes, l'histoire passée de l'univers, l'émergence de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, que l'esprit humain soit capable de saisir cela et de dire quelque chose de vrai, de profond, de modifiable au fur et à mesure du progrès des connaissances, mais tout de même extrêmement solide, est une chose admirable. L'esprit humain a fait d'autres choses prodigieuses, les symphonies de Beethoven, la chapelle Sixtine de Michel-Ange, les portraits de Rembrandt, etc. Mais dans ces merveilles de l'esprit humain, la science en est une et qui mérite vraiment d'être communiquée aux enfants, partagée avec eux. Voilà, pour moi c'est le premier et le plus fondamental des arguments dans lequel on ne parle pas d'utilité, sinon de faire des hommes et des femmes qui soient plus hommes et femmes après qu'avant, lorsqu'ils ont fréquenté la science. Alors bien sûr, il y a d'autres aspects qui sont particulièrement développés au cours du XXe siècle, qui sont les applications de la science. Le fait que cette compréhension des lois de la nature, des lois du mouvement des planètes, des satellites, nous ait permis de lancer des fusées, des satellites qui permettent d'observer la Terre, de prévoir le temps qu'il fera, les récoltes, l'état des océans, de contribuer à la compréhension du climat. Le fait que de connaître les lois très surprenantes qui contrôlent le fonctionnement de la matière à toute petite échelle, ce qu'on appelle la mécanique quantique. Le fait de comprendre ces lois nous permet de construire des circuits intégrés, des transistors et finalement des téléphones portables, des ordinateurs qui ont des applications absolument quotidiennes, ou encore de construire des lasers. Voilà un second aspect de la science qui est particulièrement appréciable aujourd'hui parce qu'il nous donne un pouvoir sur la matière, sur le monde. Mais il y en a encore d'autres qu'on pourrait développer. La main à la pâte a été un effort, une dynamique, on aime bien l'appeler comme cela, de l'Académie des sciences depuis 1995. Nous célébrons donc cette année le 20e anniversaire, porté par l'Académie des sciences, par un certain nombre de ses membres, et dont Georges Chapach qui en a eu l'initiative. Et puis le second point, c'est que je ne suis plus président de
ce qu'est devenu la main à la pâte, c'est-à-dire une fondation de coopération scientifique qui allie 3 partenaires, le partenaire le plus historique qui est l'Académie des sciences que je viens de citer, et puis les 2 écoles normales supérieures de Paris et de Lyon qui sont 2 fleurons de la recherche scientifique en France. Donc voilà. Alors c'est donc aujourd'hui la main à la pâte, c'est cet effort que Georges Charpak, je le répète, a imaginé en 1996 de rapprocher le corps enseignant d'abord de l'école primaire et puis aujourd'hui aussi du collège de la science. Et en le rapprochant, en lui faisant savourer tout le bonheur de cette activité scientifique, à la fois dans son côté découverte du monde et dans son côté application, les 2 points que j'ai soulignés, eh bien, que si les professeurs l'ont découvert, eh bien, ils seront immédiatement tentés de le transmettre aux enfants. C'est ça l'axe de la main à la pâte. Ces rencontres ont une longue histoire. Il y a 20 ans, nous avons découvert que la science était très ignorée du corps enseignant de l'école primaire. Très ignorée. Il n'y avait pas été préparé, il avait peu d'occasions de la rencontrer dans sa vie quotidienne, et du coup, il hésitait beaucoup, il et elle, hein, les professeurs des écoles, les instituteurs comme on les appelait alors, hésitaient beaucoup à transmettre de la science aux élèves, à accepter leurs questions. Parce que les enfants ont des questions extrêmement subtiles, ils ont entendu des choses, et puis leur esprit fonctionne de manière, je l'ai dit déjà, avec beaucoup de fraîcheur et de curiosité. Les professeurs parfois étaient déstabilisés par ces questions, ils préféraient les tenir à l'écart. Et donc nous sommes partis d'un enseignement des sciences en très mauvais état il y a 20 ans. Alors nous avons imaginé ces rencontres, d'abord, qui se produisent tous les ans, avec un tout petit nombre, pour des raisons matérielles, d'enseignants et de scientifiques. Et puis devant le succès de ces rencontres, nous avons lancé, il y a maintenant 5 ans, les maisons pour la science au service des professeurs, dont on va peut-être reparler. Mais toujours avec la même idée de fond, qui est que la science, c'est pas quelque chose dont on parle. Je ne fais que parler ici, mais il vaudrait mieux que j'en fasse avec vous, hein, que je regarde ces lumières, le ciel, les nuages, et que nous nous interrogions ensemble sur pourquoi ça se passe comme ça. Donc c'est dans la rencontre, la pratique, la main à la pâte, que ce corps enseignant et ces scientifiques vont ensemble découvrir que la science, ce n'est peut-être pas ce dont les professeurs avaient l'image ou l'idée, simplement parce qu'ils l'avaient vu au travers des livres ou de manière superficielle, ou par les médias de manière très extraordinaire. Vous voyez, les médias vous cherchent souvent, en particulier la télévision, à vous impressionner. On vous montre les accélérateurs de particules du CERN, comme des machines terribles, incompréhensibles d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs? C'est très compliqué, cette chose-là. Alors que la science, ça commence par des questions toutes simples. Pourquoi les couleurs de l'arc-en-ciel? Pourquoi les balles tombent-elles? Etc. Et c'est en revisitant ces questions toutes simples qu'on peut lentement progresser vers les questions les plus compliquées qui elles, font parfois peur ou inquiètent. J'ai dit, en réponse à votre première question, combien nous jugions important de rapprocher le corps enseignant de l'école primaire et du collège de la science vivante et de la technique vivante. La science pour comprendre, la technique pour agir et pour transformer le monde. Et les premières rencontres chercheurs-enseignants nous ont montré à quel point cet objectif pouvait être intéressant et fécond dans la traduction ultérieure dans la classe. Donc il nous a semblé qu'il fallait amplifier l'effort et nous avons profité des financements, des investissements d'avenir, une décision de l'État en 2011,
pour proposer de créer dans un certain nombre d'universités, il y en aura 9 très bientôt, à la fin de cette année 2015, de créer un lieu, une maison. Une maison, c'est un endroit où on se sent bien, où on est chez soi, au sein des universités, où on fait de la science, où on crée la science, la connaissance, dans les laboratoires de recherche, et que dans ces maisons, les professeurs de l'école primaire et du collège soient accueillis soit chez eux, ils puissent aussi bien consulter un livre, faire une expérience, prendre un café, rencontrer un scientifique ou un ingénieur, poser des questions et qu'il y ait pendant une demi-journée, une journée, voire 2 journées dans leur vie professionnelle un vrai moment de science et de rencontre. Donc ces maisons sont maintenant en place, il y en a 9 réparties sur toute la France et ce seront... c'est chaque année une dizaine de milliers d'enseignants de l'école primaire et du collège qui ont à choisir dans un catalogue ce qui va les intéresser. Veulent-ils travailler avec des chercheurs sur l'informatique, sur la biologie moléculaire, sur les éclipses de soleil, sur l'exploration de l'univers, sur etc., etc. Beaucoup de sujets qui se trouvent proposés aux professeurs qui souhaitent venir toujours dans le style de la main à la pâte et avec l'idée que si leur curiosité, leur intérêt, leur vocabulaire scientifique, leur pratique est stimulé, alors sans aucun doute ils le font partager à leurs élèves. Je crois que la réponse est modérément oui. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale est une énorme machine, vous la connaissez par vos lycées. C'est une énorme machine et ça peut guère être autrement parce qu'il faut gérer chaque année 800 000 enfants nouveaux qui arrivent dans le système éducatif, autant qu'ils sortent avec, si possible, un avenir professionnel. C'est hélas pas le cas pour tous, 12 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Et je crois, et l'expérience de la main à la pâte m'a beaucoup appris d'abord et confirmé ensuite dans cette idée. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale a besoin d'interlocuteurs indépendants, mais compétents, et qui ne soient pas tenus par les échéances électorales tous les 2 ans, tous les 3 ans, qui obligent chaque ministre de l'Éducation à faire des choses apparemment nouvelles, parfois en oubliant ce que son prédécesseur a fait. L'Académie des sciences est une instance qui est composé d'à peu près 250 scientifiques, prestigieux pour certains d'entre eux, des prix Nobel, plus modestes pour d'autres, comme moi-même, mais qui tous savent ce que c'est que la science. Et l'Académie a pour elle donc le prestige, mais aussi l'indépendance. Elle n'est pas liée à un pouvoir politique, elle dure avec les alternances démocratiques dans notre pays, et donc elle est capable de porter des messages à la fois pertinents, à cause de sa compétence, et à long terme, indépendamment des changements que la vie politique produit. Et donc, je crois que dans l'histoire de la main à la pâte et pour l'enseignement des sciences et sa place dans l'éducation, l'Académie a joué un rôle très important. Il pourrait être plus important, il l'est plus ou moins suivant l'écoute que tel ou tel ministre veut bien donner à nos conseils, mais c'est probablement bien de rappeler ici que l'Académie des sciences a été fondée en 1666 par le roi Louis XIV, en pratique par son ministre Colbert. Nous fêterons donc en 2016 le 350e anniversaire de l'Académie des sciences. Et Colbert a fondé cette académie pour que les savants conseillent le roi, qui tenait ou non, c'est la fonction du roi, compte de ses conseils. De ce point de vue-là, la situation n'a pas changé. Le protecteur de l'académie, ce n'est plus le roi, mais c'est le président de la République. Et la fonction de conseil est toujours présente. Et je crois beaucoup que notre système éducatif, avec certaines lourdeurs, pesanteurs, qui sont peut-être inévitables, a besoin de ce type d'interlocuteur. Et je dois dire que dans l'histoire de la main à la pâte,
la façon dont nous avons pu travailler avec tous les niveaux du système éducatif, d'abord avec les professeurs, avec les instituteurs dans les écoles. J'en ai rencontré personnellement un très grand nombre, ça veut dire probablement plus de 10 000, sur 300 000 professeurs des écoles, donc c'est beaucoup, mais aussi avec leurs inspecteurs, avec la hiérarchie, et puis avec le ministre et son administration. Donc la position singulière de l'Académie des sciences est, je crois, très précieuse pour sortir des corporatismes, des visions un peu étroites parfois sur l'organisation de l'enseignement. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais rendre hommage à M. Dugard, à sa ténacité. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà un certain nombre d'années. Et je voudrais aussi dire que le pont est un objet technique. C'est un objet technique au service de l'homme pour franchir les rivières, les voies de chemin de fer, etc. Et que donc il fait appel non seulement aux sciences fondamentales, celles que j'ai évoquées, la physique, la chimie, la mécanique, les mathématiques bien sûr, mais aussi aux sciences appliquées, la mécanique appliquée, la résistance des matériaux, l'organisation du travail pour construire un système fiable. Toutes ces questions appartiennent au domaine des sciences de l'ingénieur. Donc, à côté de l'Académie des sciences, il existe une autre académie qu'on appelle l'Académie des technologies, que vous allez rencontrer, je crois, bientôt, et qui, elle, est plus préoccupée de ce second aspect, les sciences de l'ingénieur, qui conduisent à la construction des machines, donc à l'industrie. C'est d'abord un pont entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées. Si Gustave Eiffel a réussi à construire la tour Eiffel alors que son concurrent londonien échouait lamentablement, c'est parce que Gustave Eiffel avait une connaissance très profonde des propriétés des matériaux, du fer, avec lequel il se proposait de construire sa tour. C'est aussi parce qu'il avait un sens de la mesure, une rigueur toute scientifique, qu'il tenait de sa formation scientifique. Mais s'il a réussi aussi, c'est parce qu'il avait la conception très rigoureuse d'un ingénieur et de la qualité d'un système. On se rappelle, c'est toujours intéressant de s'en souvenir, parce que Eiffel a aussi fait des ponts, le fameux viaduc de Garabit, en Lozère, je crois. Toujours intéressant de se rappeler que c'est la rigueur d'Eiffel qui a permis la construction de la tour Eiffel. C'est parce que il faisait dessiner dans son atelier, qui était quelque part dans la banlieue parisienne, des pièces avec des trous à la position exacte où ils devaient être sur le chantier. Donc quand les ouvriers apportaient la pièce, elle se mettait exactement en place, il n'y avait plus qu'à mettre les rivets et à souder, enfin à rifter, à écraser les têtes de rivets pour que ça tienne. Voilà. Donc la tour Eiffel, c'est un modèle, ou le pont de Garabit, c'est un modèle de symbiose entre les connaissances de base de la science et leurs applications dans les sciences de l'ingénieur. Donc voilà une première symbolique très importante, le lien entre l'Académie des sciences et l'Académie des technologies. Il y en a évidemment une seconde, qui est le lien entre les hommes qu'un pont réalise, depuis les ponts romains, les ponts chinois, le franchissement des fleuves, et c'est particulièrement intéressant de faire un projet autour de cette idée symbolique de rassembler et de permettre de franchir un obstacle. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Si j'essaie de vous transmettre le théorème de Pythagore ou la loi de la gravitation universelle qui organise le mouvement des planètes, eh bien c'est de vous permettre de franchir cet obstacle conceptuel qui au départ vous dit mais comment est-ce que c'est possible, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ces angles droits, qu'est-ce que c'est qu'un théorème, ben voilà, créer la pédagogie, c'est au fond un pont entre le savoir et puis celui qui apprend. Donc il y a toutes sortes de symboliques dans votre sujet, le sujet de M. Bernard. La règle de base de la main à la pâte, comme son nom l'indique, c'est de mettre les mains dans le réel, dans les choses, dans les objets. On peut faire des choses très jolies avec un
un ordinateur, un programme de simulation sur un écran, et pourquoi se priver de ces moyens que nous offre aujourd'hui l'informatique? Il n'empêche que le réel des choses, la résistance, c'est la matière qui nous l'offre. Et donc, tant qu'on n'a pas affronté soi-même la résistance de la matière, eh bien, on est encore dans le rêve, dans l'imagination, dans l'illusion. Il faut avoir du rêve, de l'imagination. C'est très bien de construire sur un écran tous les cas possibles. Mais simplement, au bout du compte, le pont tiendra ou ne tiendra pas, non pas parce qu'il était joli sur l'écran, mais parce qu'on avait compris les lois qui contrôlaient la résistance de la matière. Donc mettre la main à la pâte, en contrôlant naturellement cette main par la pensée, par l'intelligence, par l'imagination, donc par le cerveau. Nos amis suisses ont une très jolie traduction, si je puis dire, de la main à la pâte. Ils disent des mains à la tête, des mains au cerveau. En marquant ainsi que les mains sont essentielles, mais c'est la pensée qui commande. Alors qu'il s'agisse des ponts, ou qu'il s'agisse de tout autre sujet scientifique que l'on voudra aborder, le fait de construire, de tester, d'expérimenter, de constater que ça tient comme ça, mais ça tient pas comme ça. Et si ça tient comme ça plutôt que comme si, pourquoi ? Quelle est la cause? Et si on peut utiliser la compréhension de la cause qu'on a, que ça tient mieux si c'est courbé, et qu'on a compris pourquoi sur une distance de quelques centimètres, alors sur une maquette, sur un modèle, alors on peut s'interroger, est-ce que si je fais la même chose sur 300 mètres, ça tiendra? C'est-à-dire, est-ce que en changeant d'échelle, en passant de la maquette à l'objet construit au-dessus d'une rivière, les lois sont les mêmes. La question s'est déjà posée dans l'Antiquité, puisque on avait remarqué chez les Grecs que si on construisait une petite statue en argile qui faisait 10 cm de haut, elle tenait très bien, même si l'argile n'était pas encore tout à fait sèche. Mais quand on faisait avec la même argile, dans le même état d'humidité, une statue de 2 mètres, elle s'écroulait. Pourquoi? Donc la maquette n'était pas un bon exemple de l'objet à grande échelle. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas compris là. Le changement d'échelle n'allait pas de soi. On avait appelé ça le colosse au pied d'argile. Un colosse, une statue immense au pied d'argile, ne tenait pas, alors que la petite statuette tenait. Pourquoi? Voilà, c'est ce genre de questions que la résistance de la matière, le fait qu'elle ait des lois qui lui soient propres, qui ne se plient pas à notre imagination, met en avant. Et le projet des ponts rencontrera sans arrêt ce type de questions. Un projet en soi, il faut regarder le détail. Il faut regarder le détail. Vous savez, les grandes étapes que nous avons, dès le début, de la main à la pâte, voulu mettre en avant, c'était d'abord une question. Il faut partir d'une question et non pas d'une réponse. Je veux construire un pont. Question, qu'est-ce qui va permettre qu'il tienne? Ensuite, l'imagination va travailler et formuler des hypothèses. Le matériau, la longueur, la portée du pont, la courbure, etc. Et puis ensuite, on va tester ces hypothèses dans la mise en œuvre pratique. Construisons une maquette. Et puis voyons si j'avais raison. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de faire? Ça peut engendrer assez rapidement les différentes formes de pont, le pont romain, le pont suspendu, le pont enrubanné, etc. Et puis ensuite, la question que je posais à propos du colosse au pied d'argile, est-ce que ce que j'ai déduit comme optimum à l'échelle de ma table, de ma maquette, est-ce que ça c'est valable si je multiplie toutes les dimensions par 100 ou par 1000 ? Et si au lieu de faire un pont de 10 cm, je fais un pont de 1 km. Et voilà les étapes fondamentales de la main à la pâte. J'en ajoute une, très importante, c'est la capacité de travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, il faut échanger de l'information. Et pour échanger de l'information entre êtres humains, on utilise le langage, on utilise des mots, des phrases. Et donc, construire le pont, c'est aussi construire un pont entre ceux qui le
réalise. Et ce pont se fait avec le langage. Il faut donc que les mots soient bien choisis et aient le même sens pour chacun. Il faut donc aussi échanger sur le langage. Donc la science, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, a toujours à voir avec l'usage du langage, de la langue. Et j'espère que dans le projet Pont, cet aspect-là des choses sera aussi pris en compte, que les mots justes seront très importants. Quel est votre pont préféré? C'est une très jolie question, et avant d'y répondre, je voudrais souligner un mot dans la question, préféré. À quoi fait référence ce mot? Est-ce qu'il fait référence d'abord à mon intelligence, à ma rationalité, ou est-ce qu'il fait référence à mon émotion, à mon sens de l'esthétique? Je crois que aux deux, mais sans doute plutôt au second. Préféré, j'aime, c'est avant tout une émotion. Et cette question met tellement bien en avant, au travers de l'usage de ce mot, le rôle de l'émotion dans l'apprentissage des sciences. Bien sûr, ça fait fonctionner notre cerveau, il faut être rigoureux, il faut être observateur, mais il faut avoir cette espèce de mouvement intérieur qui dit c'est intéressant de faire cela. Voilà. Alors, l'aspect donc émotionnel que aujourd'hui les neurosciences étudient avec un grand renfort d'outils pour regarder ce qui se passe dans notre cerveau, hein, l'aspect émotionnel dans l'enseignement des sciences est très important. Ce que j'aime, ce que je préfère, je le ferai volontiers. Ce que je n'aime pas, ce qui m'ennuie, je le ferai parce qu'il faut passer l'examen, parce qu'il faut avoir une bonne note pour ensuite aller dans telle ou telle filière, mais je l'oublierai aussitôt que je l'aurai fait par devoir. C'est vraiment très important de transmettre l'amour de quelque chose, que ce soit l'amour d'un travail bien fait ou l'amour d'une connaissance, ou bien entendu l'amour des autres, qui est finalement au-dessus de toutes les autres formes d'amour, bien sûr. Alors quel est mon pont préféré? Ah, je dois dire que quand j'ai vu le viaduc de Millau, j'ai été totalement ébloui. Totalement ébloui. J'ai l'habitude de regarder le ciel par métier et le jour, la lune, quand elle est présente pendant la journée, le soleil, il faut le regarder avec précaution, bien entendu. Et donc je levais les yeux et il y avait un pont là-haut. Et j'étais pas sous le pont. Et donc j'ai trouvé que c'était absolument admirable, ce pont, pour plusieurs raisons. D'abord la beauté, et une esthétique extraordinaire. Ensuite, cette beauté amène immédiatement la question, mais comment ça tient? Comment a-t-on pu faire tenir une structure aussi fine, aussi légère, aussi haut, et sur laquelle on voit passer des camions de 30 ou 40 tonnes? Étonnement devant le génie humain qui a été capable de penser un tel objet, de le réaliser et de le faire beau, c'est-à-dire qu'il ne dégrade en rien le paysage, il est devenu un élément du paysage technologique. Voilà ma réponse. J'ai vu d'autres très beaux ponts, le Golden Gate à San Francisco, qui est magnifique, le pont de Normandie, qui est aussi très beau, qui font appel à des technologies différentes, mais je dois dire que devant Millau, j'ai craqué. Mais elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Les constellations, ce sont des figures imaginaires. Hein. Le vrai lien entre les étoiles, c'est la force de gravitation universelle, qui fait qu'elles s'attirent toutes mutuellement et que c'est leur mouvement qui les empêche de se coller les unes aux autres aussitôt. Hein. Mais la science le fait. Elle le fait au moins sous deux modalités différentes. Hein. La première, elle est évidente, hein, c'est que tous nos outils de communication aujourd'hui, évidemment les téléphones portables, les réseaux sociaux, tout ça c'est le produit immédiat de la science fondamentale qui nous dit comment les électrons se comportent dans la matière. Hein.
s'il n'y avait pas eu cette formidable avancée de la physique au XXe siècle, avec la mécanique quantique qui nous a permis de comprendre ce comportement complètement contre-intuitif des électrons dans les solides, dans le silicium, qui est le composant essentiel de tous les circuits qui forment nos téléphones portables ou nos ordinateurs, eh bien rien de tout ça n'existerait. Donc c'est bien la science qui, dans ce lien, ce que Pierre Teilhard de Chardin appelait la noosphère, hein, qui s'est construit autour de la biosphère hein, aujourd'hui, qui relie les hommes entre eux par tous ces systèmes, c'est bien la science qui est le premier auteur. Science appliquée, science de l'ingénieur, science fondamentale, science de l'ingénieur, bien entendu. J'ai déjà souligné ce point à plusieurs reprises. Donc voilà le premier sens du pont que fait la science. Et puis elle en fait un second, et celui-là depuis beaucoup plus longtemps. Hein. C'est son universalité. Hein. C'est que j'ai été dans ma vie dans beaucoup de congrès scientifiques où la langue de travail est l'anglais. Il en faut une. Hein, et ça aurait pu être le français, au XIXe siècle c'était le français, aujourd'hui c'est l'anglais, soit. Mais c'est pas ça le plus étonnant dans un congrès scientifique où il y a sur un sujet donné, par exemple les exoplanètes dont je parlais tout à l'heure, quelques centaines de personnes, ou parfois un millier. Le plus étonnant, c'est que ça pourrait être une tour de Babel. C'est-à-dire que, vous savez, la tour de Babel, tous ces hommes qui parlent des langues différentes, qui ne se comprennent pas et qui finissent par se disputer. Parce que chacun vient, qui de Chine, qui d'Amérique du Sud, qui d'Afrique, qui d'Europe, qui de France, etc. Et en fait, dès qu'ils parlent du sujet qui les rassemble, ils en parlent dans la même langue. La même langue, au sens usuel du terme, l'anglais, mais la même langue beaucoup plus profondément, au sens des mots qu'ils utilisent. Quand ils vont dire force, énergie, pesanteur, trajectoire, éclipse, etc., tous ces mots du vocabulaire astronomique, ils lui donnent le même sens. Donc il y a tous ces esprits fonctionnent en quelque sorte comme un orchestre, en résonance. Chacun joue sa partition avec son expérience personnelle, ses résultats, ses convictions, ses idées, son imagination, ses hypothèses, etc. Hein. Mais cet orchestre fonctionne. La science est d'abord universelle parce qu'elle construit une vérité qui dépasse les individus. Elle construit une vérité lentement, laborieusement, avec parfois des erreurs, des allers-retours, mais une vérité qui dépasse les individus, chacun ayant apporté sa pierre à cette construction. Il y a là un caractère d'universalité qui fait que dans la conférence, le congrès que je mentionnais à l'instant, on peut venir d'horizons extrêmement différents, s'asseoir l'un à côté de l'autre à une table et immédiatement dialoguer et être sur le terrain de l'échange et d'une communication qui pourrait être restreinte à un sujet particulier et néanmoins très profonde. Vous voyez, ça c'est le miracle de la science, c'est sa capacité d'unir les hommes. Alors, il ne faut pas, bien sûr, peindre tout en rose, ça veut dire que la science ne peut jamais progresser si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion sur l'éthique, sur les valeurs propres à l'humanité, mais qui n'appartiennent pas à son domaine de travail. Voilà. Sinon, ce serait en quelque sorte cultiver une illusion dont nous savons par ailleurs les dangers.